Le musée au parc d'Alésia a été inauguré en mars 2012, grâce au Conseil général de la Côte d'Or et du ministère de la Culture. Situé sur la commune d'Alys-Sainte-Reine, il est non loin du site archéologique d'Alésia et de la statue de Vercingétorix du sculpteur Aimé Millet. La bataille d'Alésia opposa les troupes romaines de Jules César à une coalition de peuples gaulois dirigée par Vercingétorix en l'an 52 avant Jésus-Christ. Elle fut pendant des siècles oubliée de la mémoire des hommes, surtout pour le peuple français car elle était une défaite qui fit tomber la Gaule tout entière sous le joug de Rome. On préférait se rappeler la victoire de Gergovie la même année où Vercingétorix réussit à repousser les légions de Jules César, c'était quelques mois auparavant. C'est sous l'impulsion de Napoléon III, passionné par l'histoire romaine et la guerre des Gaules, et suite à la découverte d'un important dépôt d'armes à l'âge du bronze près de la ferme de l'Épineuse, aux environs d'Alys, que les premières fouilles furent entreprises autour du mont Auxois en 1861, soit plus de 1900 ans après la bataille d'Alésia. On pourrait bien sûr discuter d'Alésia durant des heures et même remonter jusqu'au 18 juillet 390 avant Jésus-Christ, époque où ce fut les Gaulois, dirigés par le roi Brennus, qui attaquèrent Rome et la mirent à sac. Et d'ailleurs, cette date du 18 juillet fut longtemps considérée comme néfaste par les Romains. Mais le but est bien de vous inviter à visiter vous-même ce musée et son site archéologique en vous le présentant. La bataille d'Alésia fut donc une défaite, mais elle fut d'autant plus terrible que les troupes gauloises étaient bien supérieures en nombre et que les Gaulois en général étaient bien plus en avance que les Romains. Quand on lit les commentaires de Jules César sur la guerre des Gaules, on doit tenir compte du fait qu'on a la vie du vainqueur au travers de récits destinés au Sénat, et donc ils ne peuvent être objectifs. Les Gaulois n'étaient pas un peuple primitif, désorganisé et combattant tout nu comme le prétendait Jules César, mais bien un peuple celtique cultivé à l'origine de nombreuses inventions qui changeront la face du monde et que Rome d'ailleurs adoptera rapidement. Rappelons déjà que l'origine des Celtes remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait de tribus guerrières provenant du nord de l'Europe centrale et qui par migration successive ont envahi toute l'Europe, de la Bretagne à l'Écosse, du Portugal à une partie du Moyen-Orient, et donc la Gaule. Les Gaulois sont déjà des maîtres dans le travail du métal, pouvant le forger en feuilles très fines. Ils seront d'ailleurs les inventeurs du casque que l'on appellera plus tard l'impérial romain, adopté sous le règne d'Auguste. Ce casque métallique qui recouvre la nuque et les joues et que l'on voit coiffer les soldats romains dans la bande dessinée Astérix. Ils sont aussi les inventeurs du tonneau, alors que les Romains continuent d'utiliser l'amphore, mais aussi de la cotte de maille et du tissu à carreaux, symbole des vêtements celtiques, et de la faux, ainsi que de la moissonneuse. La bataille d'Alésia et donc la guerre des Gaules n'est pas une guerre opposant un peuple primitif à un peuple civilisé, mais plutôt une lutte entre deux cultures aux modes de vie radicalement différents. L'Empire romain, c'est d'abord le sens de l'État, qui dirige tout et subvient à son peuple, agriculteur devenu guerrier, à l'image de son symbole, la louve, qui allaite. Rome est un peuple dirigé par le Sénat, les riches marchands et les banquiers, qui souffrent de conflits internes au point qu'elle est prête pour une dictature. Et Jules César, pour s'emparer du pouvoir, et enfin atteindre le prestige de Pompée, n'a besoin que plus que d'une chose, une victoire militaire de renom, d'où le fait de recueillir et d'embellir ses récits de campagne. La bataille d'Alésia sera donc une catastrophe pour le monde celtique et qui changera l'histoire du monde en général. Au musée au parc d'Alésia, vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la bataille, avec entre autres un film en projection et une carte située juste en dessous de l'écran qui par projection vous montrera les mouvements des troupes en temps réel. Un film conçu avec l'aide de nombreux historiens et qui reprend des faits historiques en mettant de côté les légendes folkloriques. Durant votre visite, vous pourrez bien sûr découvrir un chapitre sur Napoléon III, qui dès son accession au trône après le coup d'État du 2 décembre 1851, entreprit la rédaction d'un ouvrage personnel sur Jules César et qui, avec la commission de topographie des Gaules, entreprit les premières recherches sur le site de la bataille d'Alésia. Napoléon III demandera au sculpteur Aimé Millet d'ériger sur le mont Auxois une statue colossale de Vercingétorix en cuivre. D'une hauteur de 6,60 m hors socle, pour un poids de 5 tonnes, cette statue présente un chef gaulois dont les traits du visage sont totalement inconnus. C'est pour cela qu'il sera décidé de reproduire les traits de Napoléon III jeune pour le représenter, en lui rajoutant une longue chevelure hirsute et une longue moustache tombante. Il s'agit donc bien d'une interprétation, y compris pour les vêtements et le collier de perles.
Le musée au parc d'Alésia fait aussi à l'extérieur, vers la reconstitution des fortifications, des démonstrations de combat, où on vous expliquera quelles étaient les armes des deux armées, comment elles étaient utilisées, mais aussi les tactiques optées par les soldats pour vaincre leurs adversaires. Un moment très intéressant à ne pas ignorer, tellement les informations sont passionnantes, ludiques, mais aussi amusantes, grâce à une équipe vraiment sympathique et très spécialisée. C'est ici que vous pourrez, entre autres, comprendre que les Gaulois n'étaient pas si désorganisés comme le prétendait Jules César. Par exemple, grâce à leur adresse dans le travail du métal, les Gaulois avaient élaboré des armes plus fines, donc plus tranchantes, et avaient donc des tactiques de combat bien différentes à celles des Romains qui avaient des armes plus grossières et donc plus perforantes comme le glaive. Les lances même avaient un tel coupant que si le soldat gaulois ratait son adversaire, il pouvait, en la ramenant vers lui, couper la chair de l'ennemi par le tranchant de la pointe. Le bouclier lui-même, de grande taille et protégeant l'ensemble du corps tout en pouvant combattre, vous sera expliqué en détail, ainsi que la cotte de maille, inventée par les Celtes, elle aussi, et nécessitant à l'époque plusieurs milliers d'heures de travail. Bref, beaucoup d'informations très intéressantes que les enfants adoreront particulièrement. Mais comment parler de la bataille d'Alésia, des Gaulois et oublier Astérix? Astérix est devenu un symbole français comme il n'en existe aucun autre de ce style, et c'est bien pour cela qu'une exposition éphémère lui est consacrée en 2015 au musée au parc d'Alésia. Même s'il s'agit d'un personnage de bande dessinée bien loin de la réalité historique, caricatural que ce soit par les tenues, les moustaches et le mode de vie, Astérix et ses amis, créés par Albert Uderzo et René Goscinny, ont permis de faire revivre l'histoire, en donnant une dimension mondiale à ce peuple celte oublié. Traduit en 107 langues, et même en latin, vendu à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde jusqu'au Brésil et au Groenland, on peut sans doute possible affirmer qu'Astérix a permis de faire renaître une partie de nos ancêtres, et rien que pour cela, on ne peut que le remercier et lui pardonner ses défauts historiques. Indirectement, Astérix a permis de démystifier la défaite d'Alésia. Si vous passez en Côte d'Or, visitez le musée au parc d'Alésia. C'est un lieu où à coup sûr vous vous amuserez à apprendre, chose rare, et où toute la famille passe un bon moment. Et vous pourrez même vous y restaurer, le musée ayant un restaurant à son rez-de-chaussée.